La nuit est tombée sur Paris, mais les fenêtres du quai d'Orsay brûlent encore de lumière. Dans un bureau enfumé, un homme au visage tiré, les yeux rouges de fatigue, fixe une carte de l'Europe couverte de crayons, de flèches et de taches rouges. Il s'appelle Georges Bonnet. Dans moins de 24 heures, il doit répondre à une seule question, brutale, implacable. La France va-t-elle faire la guerre à l'Allemagne ou plier sous la pression d'Adolf Hitler? Dehors, les voitures officielles arrivent et repartent. Les téléphones sonnent sans répit. À Londres, à Berlin, à Rome, chacun attend la décision de Paris. Dans une autre aile du pouvoir, un rival politique, Paul Reynaud, murmure déjà à la presse que la faiblesse de Bonnet mènera le pays au désastre. L'histoire se resserre comme un étau. Un homme, un rival, une journée pour décider du sort de millions de vies. Ce soir-là, les dossiers s'empilent sur son bureau. Les dépêches tombent, mouvements de troupes, rumeurs de bombardements, chiffres, affolants sur l'état de l'armée française. Bonnet passe une main tremblante sur son front. Comment ce fils de province, né loin de Paris et des complots diplomatiques, s'est-il retrouvé gardien de la paix ou du chaos européen? À cet instant précis, alors que l'horloge du ministère martèle chaque seconde comme un coup de canon, ses pensées se dérobent vers le passé, vers une petite ville de province, à une autre époque, quand le mot « guerre » n'était encore qu'une image dans les livres d'histoire. Limoges, été 1889. La France célèbre encore, avec retard, le centenaire de la Révolution. Dans les rues, on parle de la République, de progrès, de science, de laïcité. Dans une maison bourgeoise, au volet soigneusement fermé pour se protéger de la chaleur, naît un garçon que rien ne destine à, première vue, à manier un jour le destin des nations. On le baptise Georges. Il grandit entre l'odeur de l'encre et du papier, les piles de dossiers juridiques de son père, avocat réputé, et les conversations politiques qui, le soir, enflamment la salle à manger. Dans cette maison, on croit à la République comme à une religion. On lit les journaux, on cite les discours de tribune, on débat de lois avec la même passion que d'autres familles parlent de moissons ou de météo. Le jeune Georges écoute, en silence, les adultes commenter l'affaire Dreyfus, les scandales, les crises ministérielles qui se succèdent à Paris. Il ne comprend pas encore tous les mots, mais il en retient l'énergie, la violence sous-jacente. La politique, découvre-t-il, n'est pas un jeu abstrait. C'est une bataille permanente, une lutte de personnes, de convictions, d'intérêts. Au lycée, Georges n'est pas le plus bruyant. Il est celui qui observe, celui qui prend des notes avec une précision maniaque, qui apprend les règles avant, souvent, de les détourner. Les professeurs remarquent rapidement son intelligence froide, méthodique, sa capacité à démêler une démonstration complexe, comme on dénoue un fil. Lors des devoirs de rédaction, il excelle à construire des arguments, à retourner une objection, à convaincre par la logique. Un professeur lui dit un jour « Bonnet, vous feriez un bon avocat » ou un redoutable député. La phrase le fait sourire, mais elle s'imprime en lui. Dans les cours d'histoire, on raconte la guerre de 1870, la défaite, l'occupation de l'Alsace-Lorraine, on montre les cartes mutilées de la France. On parle de la revanche, de l'armée, de la nécessité d'être fort. Georges écoute, fasciné et mal à l'aise. Revanche, oui, mais à quel prix? Il est trop jeune pour l'analyser, mais déjà une tension se forme en lui. La conscience que la force est nécessaire et la peur sourde de ce que cette force exige en sang et en larmes. Quand le moment des études supérieures arrive, la voie semble tracée. Paris, le droit, la capitale monde où tout se décide, la famille Bonnet hésite. Envoyer ce fils brillant à Paris, c'est le lancer dans une arène impitoyable. Mais la Troisième République est une machine qui dévore et récompense les ambitieux. Et Georges a déjà montré qu'il sait avancer sans bruit, mais sans jamais reculer. On fait des économies, on vend quelques biens, on fait jouer des relations. À 18 ans, le jeune provincial monte dans le train pour Paris, le cœur serré, les yeux grands ouverts. Paris, pour lui, c'est un choc. La foule, les cafés débordant de fumée et de conversation, la collision des classes sociales, l'activité politique incessante. À l'université, il découvre des étudiants qui ont grandi dans les beaux quartiers, des fils de ministres, des héritiers de grandes fortunes. Bonnet, lui, n'est ni pauvre ni riche, ni aristocrate ni prolétaire.
Il est entre les mondes, et cette position intermédiaire deviendra l'une de ses armes. Il comprend chacun, sans appartenir à aucun camp complètement. Il fréquente bientôt l'école libre des sciences politiques, antichambre du pouvoir. Là, les futurs hauts fonctionnaires, journalistes et ministres apprennent l'art de gouverner scientifiquement. On y parle d'économie, de finances publiques, de relations internationales. Georges se passionne pour les chiffres, les budgets, les équilibres fragiles entre recettes et dépenses. Il comprend que dans la France moderne, celui qui sait lire les colonnes de chiffres gouverne plus sûrement que celui qui sait haranguer les foules sur une place publique. Mais au-delà des cours, il y a les couloirs, les cafés, les salons où se tissent les réseaux. Un soir, dans un salon politique, il rencontre une jeune femme qui va changer sa vie. Odette Pelletan, petite fille d'un ancien ministre, et grande figure du radicalisme. Elle vient d'un milieu où les ministres sont des habitués de la table familiale, où le pouvoir est une réalité quotidienne. Georges comprend immédiatement ce que représente ce nom, Pelletan. Dans la galaxie radicale, le cœur et la raison, chez lui, se donnent la main. Il tombe amoureux d'Odette, mais il voit aussi lucidement le tremplin politique qu'elle incarne. Pendant que sa vie personnelle se dessine, l'Europe, elle, s'assombrit. À la fin de la décennie 1900, les crises internationales s'accumulent. Maroc, Balkans, rivalité coloniale. À Paris, certains prophétisent une grande conflagration, mais pour beaucoup, c'est encore une abstraction. La République triomphe, les expositions universelles fascinent, les journaux annoncent chaque jour de nouvelles inventions. On parle de progrès, d'électricité, d'aviation. On oublie volontiers ce que signifie, en réalité, un affrontement entre puissances modernes, et puis, en juillet 1914, le temps se brise. Les journaux s'emplissent de mots que l'on n'avait plus vus depuis une génération. Ultimatum, mobilisation, guerre générale. Georges Bonnet a 25 ans. Il est brillant, promis à une carrière d'avocat et, pourquoi pas, de député. En quelques semaines, tout cela s'efface derrière un uniforme, un fusil, des ordres laconiques. Comme des millions de jeunes Français, il devient un numéro, une pièce anonyme dans une machine de guerre gigantesque. On l'affecte à l'artillerie, l'arme des calculs, des trajectoires, des tables de tir. Là encore, sa rigueur et son intelligence méthodique se révèlent précieuses. Il apprend à calculer la parabole d'un obus comme il détaillait, quelques mois plus tôt, un raisonnement juridique. Mais cette fois, ces calculs ne servent pas à convaincre un juge, ils servent à faucher des hommes. En 4 ans, la France perdra environ 1 400 000 soldats, près de 4,5 millions de blessés. Un homme sur 20 disparaît. Des villages entiers voient tous leurs jeunes hommes tués ou mutilés. Ce ne sont plus des statistiques, ce sont les visages de camarades, les cris des blessés, l'odeur insupportable des tranchées. Georges Bonnet reçoit la Croix de guerre. Il fait preuve de courage, de sang-froid sous le feu, mais ce qu'il retient avant tout, ce sont les absurdités du commandement, les offensives meurtrières pour quelques mètres de boue, les ordres contradictoires, la légèreté avec laquelle quelques hommes à l'arrière dessinent de la survie de milliers d'autres. Il voit, très concrètement, ce que signifie un échec diplomatique. Des millions de morts, des nations traumatisées pour des générations. Dans la nuit glacée de l'hiver 1916, dans une tranchée boueuse, il se fait une promesse silencieuse. S'il survit, il consacrera son intelligence non pas à rêver de gloire militaire, mais à comprendre comment, par le droit, les finances. La diplomatie, on peut empêcher ces catastrophes de se reproduire. Ce serment de boue et de sang sera son moteur secret, longtemps incompris par ceux qui, plus tard, lui reprocheront sa prudence, son obsession de la paix. Quand il est démobilisé, en 1919, la France est victorieuse, mais brisée. Le pays tout entier ressemble à un convalescent, debout, mais vacillant. Les mutilés de guerre mendient au coin des rues. Les veuves portent encore le deuil sur les marchés. Les monuments aux morts se construisent dans chaque village, avec, gravés dans la pierre, des listes interminables de noms. La République célèbre sa victoire, mais elle porte en son cœur une peur profonde, celle de revivre un jour cette hécatombe. Georges Bonnet reprend ses études, achève son parcours juridique, mais il n'est plus le même homme. Le jeune ambitieux aux yeux pleins de Paris a vu trop de morts pour rêver de la politique comme d'un théâtre brillant.
Pour lui, désormais, le pouvoir ne sera jamais un jeu. Ce sera une responsabilité écrasante, intrinsèquement liée à la guerre et à la paix. Il épouse Odette Pelletan, et avec ce mariage, il entre de plein pied dans le monde du Parti radical, ce parti charnière, à la fois bourgeois et républicain, anticlérical et pragmatique, qui tient alors le centre de gravité de la vie politique française. Rapidement, il comprend les règles du jeu. Pour exister, il faut un ancrage local, un fief. On lui suggère la Dordogne, terre radicale par excellence, où son nom, associé désormais à celui des Pelletans, peut trouver un terrain favorable, mais la place n'est pas libre. Là-bas, d'autres ambitions s'expriment, d'autres notables tiennent la scène. L'un d'eux l'accueille avec un sourire poli, mais derrière ses yeux, Bonnet lit déjà l'hostilité. Le Parisien vient prendre nos postes. La première campagne électorale de Georges Bonnet est un baptême du feu. Des salles des fêtes surchauffées, des marchés où on lui parle de routes, d'impôts, de pensions d'anciens combattants. Il doit convaincre qu'il ne sera pas seulement un homme de chiffres, mais aussi un défenseur concret de la vie quotidienne. Il découvre la puissance des mots simples, des promesses précises, des poignées de main interminables. Malgré son apparence froide, il apprend à sourire, à écouter, à donner le sentiment qu'on est, pour quelques minutes, la personne la plus importante du monde. En 1924, il est élu député de la Dordogne. Le jeune provincial devenu parisien revient en province avec un mandat, un titre et, surtout, un accès direct à la grande machine de l'État. Au Palais Bourbon, il se fait remarquer non pas par des coups d'éclat oratoires, mais par sa maîtrise des questions budgétaires. Dans une France épuisée financièrement, qui doit payer ses dettes, reconstruire ses régions dévastées, financer des pensions pour les anciens combattants tout en maintenant l'ordre social, ce savoir est un atout décisif. Les commissions financières deviennent son terrain de jeu et de pouvoir. Il décortique les projets de loi, traque les incohérences, propose des amendements. Il gagne une réputation d'homme sérieux, fiable, peu porté sur les grandes envolées idéologiques, mais précieux quand il s'agit de faire tenir ensemble, tant bien que mal, les colonnes crédit et dépenses. Certains le trouvent terne, trop technicien. D'autres, au contraire, voient en lui l'image du futur. Un homme de chiffres dans une politique qui se veut de plus en plus scientifique. Pendant ce temps, dans un autre coin de la Chambre, un autre député construit sa carrière sur un style totalement différent. Paul Reynaud. Plus flamboyant, plus direct, plus porté à dénoncer, à heurter, à bousculer, là où Bonnet temporise, Reynaud accélère. Là où Bonnet cherche des équilibres, Reynaud plaide pour des ruptures. Ils ne sont pas encore des ennemis déclarés, mais déjà, dans les couloirs, on commence à les opposer. Le prudent et le téméraire. Le comptable et le chevalier. Les années 1920 passent vite, la France navigue entre espoirs et crises. Il y a l'illusion de prospérité, les années folles, puis les premières secousses économiques. À l'étranger, l'Allemagne vaincue pense ses plaies. L'Italie regarde vers le fascisme. L'Union soviétique se consolide dans la violence. Certains prophètes annoncent que la paix de 1919 est une trêve, non une conclusion. Mais, à Paris, l'énergie est absorbée par d'autres urgences. L'inflation, la stabilisation du franc, les grèves, la lutte contre l'extrême droite et l'extrême gauche. Au cœur de cette tourmente, Bonnet grimpe les échelons, il devient rapporteur du budget, puis membre influent de commissions clés. On fait appel à lui dans plusieurs gouvernements pour des postes de secrétaire d'État, notamment sur les questions financières et économiques. Chaque nouveau portefeuille est une marche vers le sommet, mais aussi une plongée plus profonde dans le labyrinthe des rivalités internes. Il découvre que, derrière les discours de solidarité gouvernementale, chacun calcule, chacun compte ses alliés, ses ennemis, ses futurs rivaux. Une idée s'impose en lui, peu à peu. La prochaine grande crise ne sera pas seulement budgétaire, elle sera internationale. Il suit de près, avec une attention presque obsédée, les signaux qui viennent d'Allemagne. La montée du nazisme, la remise en cause du traité de Versailles,
La remilitarisation de la Ruhr, il lit les rapports diplomatiques, fréquente les milieux qui réfléchissent à la sécurité collective. Tout le monde, ou presque, jure qu'on ne revivra jamais 1914-1918, mais très peu sont prêts à regarder lucidement ce que cela implique en termes de réarmement, d'alliance, de courage politique. Bonnet, lui, en tire une conclusion qui deviendra sa marque. Il faut éviter à tout prix une nouvelle boucherie, mais pour cela, la France doit gagner du temps pour reconstituer son armée, pour moderniser son économie, pour surmonter ses faiblesses internes. Du temps, toujours du temps. Cette obsession du délai, de la marge de manœuvre, va l'accompagner, le hanter même, jusqu'au couloir du quai d'Orsay en 1938. Mais gagner du temps, c'est aussi affronter ceux qui, comme Reynaud, estiment qu'à force d'attendre, on ne fait qu'affaiblir la France. Dans les débats économiques, les oppositions se cristallisent. Bonnet plaide pour une politique rigoureuse, pour l'équilibre budgétaire, pour une maîtrise des dépenses afin de rassurer les marchés et de stabiliser le franc. Reynaud, lui, n'hésite pas à prôner des réformes plus audacieuses, parfois risquées, pour sortir le pays de l'ornière. Dans les couloirs du Palais Bourbon, on les observe, on écoute leurs interventions. On murmure que ces deux-là, un jour, se retrouveront face à face au sommet de l'État. L'un pour défendre une politique de prudence et de compromis, l'autre pour incarner l'énergie du refus et de la rupture. Pour l'instant, ce ne sont que des divergences de lignes, des pics dans les débats, des articles de presse opposés, mais déjà, s'esquisse le conflit qui explosera lorsque l'Allemagne hitlérienne posera ses ultimatums. Au milieu des années 1930, l'ombre de la guerre s'allonge. L'arrivée de Hitler au pouvoir, la nuit des longs couteaux, les autodafés, les lois antisémites. Tous ces événements arrivent sur le bureau de Bonnet sous forme de rapports, de notes diplomatiques. Chaque document est une alerte, parfois ignorée, parfois minimisée, souvent discutée. À l'intérieur, la France, elle, est secouée par la crise économique, par la montée des ligues d'extrême droite, par l'arrivée du Front populaire, puis par sa décomposition rapide. Dans ce chaos, Georges Bonnet poursuit sa trajectoire. Il devient, en 1937, ministre des Finances. Le poste est crucial, explosif. Il doit rassurer les marchés, tenir les promesses sociales, financer une armée à moderniser en urgence. Tout cela dans un contexte de défiance internationale. Soudain, ses souvenirs d'artilleur remontent. Il sait que derrière chaque ligne crédit de défense se cachent des canons, des chars, des avions qui peut-être ne serviront qu'à décourager l'adversaire ou, au contraire, à alimenter une nouvelle apocalypse. Chaque réunion interministérielle, chaque arbitrage budgétaire le place devant le même dilemme. Combien investir dans la force? Combien dans la paix sociale? Combien de temps la France peut-elle tenir avant d'être confrontée à nouveau à l'ultimatum d'un dictateur? Il ne le sait pas encore, mais l'horloge qu'il a entendu battre dans les tranchées de 1916 va bientôt résonner dans les couloirs feutrés de la diplomatie. Dans quelques mois à peine, on lui proposera le quai d'Orsay. En acceptant, il se placera au centre exact de la tempête, face à un Hitler impatient, à des alliés hésitants, à un pays lassé des sacrifices, et sous le regard aigu de son rival Reynaud, prêt à dénoncer la moindre faiblesse. Quand il franchira le seuil du ministère des Affaires étrangères, la France aura déjà perdu un temps précieux. Et Georges Bonnet, l'enfant de Limoges, le survivant de 14-18, le technicien des budgets, découvrira qu'il n'a plus des années ou des mois devant lui. Il n'aura plus que des jours, parfois des heures. Parfois, comme ce soir de septembre 1938 où nous l'avons laissé, une seule nuit pour décider si l'Europe va s'embraser et tout ce qu'il a été, l'élève studieux, le soldat, le député, le ministre des Finances, pèsera dans chacune de ses décisions, comme une somme de peur, de conviction et de calcul que nul, pas même ses adversaires, ne parviendra vraiment à déchiffrer. Un fil télégraphique peut tuer un pays plus vite qu'une bombe. Ce soir-là, au quai d'Orsay, un simple câble venu de Berlin menace d'allumer l'Europe entière. Il reste moins de 24 heures avant l'expiration d'un ultimatum allemand à la Tchécoslovaquie. Dans la lumière blafarde de son bureau, Georges Bonnet sait que si Paris dit non, la France mobilisera, les trains se rempliront. De soldats, les villes allumeront leurs sirènes. S'il dit oui à la pression d'Hitler, c'est un allié qu'il sacrifie. Et, dans un autre ministère,
Paul Reynaud attend, presque fébrile, le faux pas qui fera de Bonnet l'homme à abattre. Pour comprendre comment Bonnet s'est retrouvé face à ce compte à rebours, il faut revenir quelques mois en arrière. Printemps 1938. Le gouvernement de Camille Chautemps vient de tomber, Édouard Daladier revient au pouvoir. La France est épuisée par les crises politiques, le Front populaire s'est délité. La menace fasciste gronde aux frontières. Daladier veut un cabinet de fermeté, mais aussi de compétence. Au ministère des Finances, Bonnet a montré son savoir-faire, sa froideur dans l'arbitrage. Il a résisté aux dépenses, imposé des économies impopulaires. Certains le détestent pour cela, mais tous reconnaissent son sérieux. Daladier l'appelle, propose autre chose, plus lourd, plus explosif. Le Quai d'Orsay. Bonnet écoute, impassible en apparence. À l'intérieur, son cœur cogne. Les affaires étrangères, c'est le centre du volcan. C'est là que passent les notes venues de Berlin, de Londres, de Rome, de Moscou. C'est là qu'on décide si un incident frontalier restera une dépêche ou deviendra un casus belli. Il se revoit, un instant, dans la tranchée glacée de 1916, fixant un horizon déchiré par les obus. Accepter, c'est s'exposer à refaire par la plume ce que les généraux font par le canon. Il accepte. À peine installé au Quai d'Orsay, il découvre une maison inquiète, traversée de fantômes. Dans les couloirs, on murmure encore les noms de 1914, 1916, 1917. Sur les murs, des cartes jaunies de l'Europe de l'avant-guerre, de l'après-Versailles, comme autant de cicatrices graphiques. Au-dessus de son bureau, la carte actuelle. Une Allemagne réarmée, une Italie fasciste, une Espagne en guerre civile, une Tchécoslovaquie. Fragile coincée entre Hitler et la Pologne. Et, au cœur de ce labyrinthe, la France, une puissance victorieuse devenue, en 20 ans, un pays anxieux, peuplé de pères qui ne veulent plus envoyer leurs fils mourir. Bonnet lit les dossiers, les traités, les engagements. Il sait que la France s'est liée par des pactes à Prague, à Varsovie, à Bucarest. Ces lignes d'encre, si elles sont prises au sérieux, signifient que la France pourrait, du jour au lendemain, être entraînée dans un conflit à l'autre bout du continent. Son esprit d'artilleur, d'ancien soldat, calcule. L'armée française n'est pas prête. L'aviation est en retard, les blindés sont dispersés, la doctrine militaire figée dans les souvenirs de Verdun. Face à elle, la Wehrmacht modernisée, les divisions blindées de Guderian, la Luftwaffe qui aligne des centaines de bombardiers prêts. À frapper Paris, Lyon, Marseille, à chaque note diplomatique, Bonnet voit moins des mots que des colonnes de chiffres. Potentiel industriel, effectif, stock de munitions, temps de mobilisation. Et derrière ces chiffres, il voit autre chose que beaucoup de ses collègues préfèrent oublier, des millions de morts possibles. Il s'ancre dans une conviction, dure comme une pierre. La France doit éviter la guerre tant qu'elle n'est pas prête. Gagner du temps. Chaque mois sans conflit est une petite victoire. Chaque crise ajournée, une tranche de vie sauvée, mais cette logique glacée va l'emmener là où l'histoire n'accordera pas de pardon. En mars 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche, l'Anschluss, une frontière de plus effacée, une clause de Versailles piétinée. La France proteste, vaguement. L'Angleterre proteste, mollement. Bonnet n'est pas encore au Quai d'Orsay quand Hitler franchit la ligne, mais lorsqu'il arrive, le fait est accompli. Le message est clair, le Führer avance, constate les réactions, puis avance encore. La prochaine cible est déjà désignée, presque ouvertement, la Tchécoslovaquie et ses Sudètes, peuplées de germanophones que Berlin prétend protéger. À Paris, la vie parlementaire continue, comme si l'orage restait lointain. Dans l'hémicycle, Paul Reynaud monte souvent à la tribune, sa voix tranche comme une lame. Il dénonce la faiblesse de la France, réclame une politique de réarmement énergique, accuse les gouvernements successifs d'avoir sacrifié la sécurité sur l'autel de l'orthodoxie budgétaire. Des phrases comme des gifles. Bonnet, assis sur les bancs ministériels, encaisse. Reynaud ne le nomme pas toujours, mais le sous-entendu est limpide. Les hommes comme Bonnet préparent la défaite. Cette rivalité, qui était jusque-là un duel de style, devient un conflit de vision. Bonnet veut repousser le choc, Reynaud veut l'affronter de face avant qu'il ne soit trop tard. Dans les journaux, on commence à parler de l'école de la fermeté contre l'école de l'apaisement.
Le mot appeasement, venu d'Angleterre, fait irruption dans le débat français, Bonnet le déteste. Pour lui, il ne s'agit pas d'apaiser Hitler par faiblesse, mais d'acheter du temps à crédit, au prix le plus bas possible. L'été 1938 s'avance, et avec lui la crise des Sudètes. Hitler multiplie les discours rageurs contre Prague. Les journaux allemands publient des récits dramatisés de prétendues persécutions de germanophones en Tchécoslovaquie. Une mise en scène, orchestrée avec une précision de metteur en scène. À Paris, chaque nouveau discours du Führer provoque un afflux de rapports alarmés sur le bureau de Bonnet. La tension monte jour après jour, comme une fièvre dont on sait qu'elle finira mal. Les généraux français, eux, sont divisés. Certains assurent qu'il faut tenir bon, mobiliser, montrer les dents. D'autres, plus prudents, font remarquer que les lignes fortifiées françaises ne sont pas faites pour une offensive, que l'aviation allemande aurait vite le dessus, que l'opinion publique ne comprendrait pas qu'on parte en guerre pour des fortifications perdues. Dans les montagnes de Bohême, Bonnet écoute, pèse. Il pense à 1914, à ces millions d'hommes envoyés au front sur la foi d'un engagement à la Belgique et à la Russie. Il ne veut pas être celui qui répétera ce scénario pour la Tchécoslovaquie. En septembre, la crise explose. Hitler fixe des ultimatums à Prague. Les jours se comptent, puis les heures. La France et la Grande-Bretagne doivent choisir. Soutenir militairement la Tchécoslovaquie, au risque d'un conflit général, ou pousser leur allié à céder. La pression intérieure est écrasante. Les manifestations pacifistes se multiplient. Sur les murs de Paris, on lit « Pas de sang pour les Sudètes ». Les anciens combattants, eux, murmurent que la France n'a pas pensé toutes ces blessures de 14-18 pour les rouvrir déjà. Dans ce contexte, Bonnet joue sa carte maîtresse, le temps. Il presse Londres de s'engager davantage dans la négociation, multiplie les notes à l'ambassadeur de France à Berlin pour explorer encore la piste d'un compromis. Chaque télégramme envoyé est comme un appel désespéré pour arracher quelques heures de plus au calendrier infernal de Hitler. L'horloge de la crise se transforme, à ses yeux, en ce même tic-tac implacable qu'il entendait, jeune lieutenant, avant un assaut. À Londres, Neville Chamberlain partage cette obsession du temps. Contenir Hitler, gagner des mois pour réarmer. La convergence entre le Premier ministre britannique et Bonnet est évidente. Tous deux sont des hommes marqués par la guerre, par la vision des cimetières remplis de croix blanches. Tous deux pensent qu'il vaut mieux céder une montagne lointaine que perdre une génération tout entière. Mais là où Chamberlain gravera sa phrase « Peace for our time » dans l'histoire, Bonnet, lui, restera pour beaucoup l'homme qui a accepté trop. À Paris, Paul Reynaud fulmine. Il voit arriver, comme au ralenti, ce qu'il considère comme une catastrophe morale. Dans les couloirs de la Chambre, il lance à qui veut l'entendre. On ne sauve pas la paix en renonçant à tous les engagements. Il écrit des articles, prononce des discours qui martèlent le même message. À force de reculer, la France se retrouvera un jour, seule, sans alliés, face à une Allemagne enivrée par ses victoires sans combat. La nuit du 27 au 28 septembre 1938, la tension atteint un point de rupture. Hitler menace d'attaquer la Tchécoslovaquie si elle n'accepte pas la cession des Sudètes dans les 48 heures. Les téléphones du Quai d'Orsay hurlent. À Londres, Chamberlain propose un ultime sommet. Munich. Une dernière rencontre à 4. Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France. Un face-à-face avec l'ogre. Daladier ira. Bonnet, lui, restera à Paris, cœur d'un réseau de câbles et d'ondes, tentant de guider de loin un pilote entouré de brouillard. Avant le départ de Daladier, une scène se joue dans un bureau du ministère. Au rideau tiré, ils sont seuls, ou presque. Pas de sténographe, pas de procès-verbal officiel. Daladier, massif, le visage durci par l'inquiétude, demande à Bonnet. « Si nous tenons, si nous mobilisons, sommes-nous prêts ?» Bonnet ne répond pas immédiatement. Il aurait pu dire ce que beaucoup veulent entendre. « Oui, monsieur le président du Conseil, la France est prête. » Il aurait pu se rassurer lui-même. Au lieu de cela, il se rappelle les rapports, les chiffres, les cartes, les trains qui manquent, les avions dépassés, les usines qui tournent encore trop lentement. Nous ne le sommes pas encore. Une phrase lourde comme un verdict. Daladier hoche la tête, sombre.
Ils savent tous deux ce que cela signifie. À Munich, il faudra négocier en position d'infériorité, offrir des concessions pour éviter un choc pour lequel la France n'est pas armée, et accepter que des soldats tchécoslovaques, eux, se retrouvent désarmés sans avoir tiré un coup de feu pour leur propre défense. Pendant que Daladier s'envole vers Munich, Bonnet reste enfermé dans son bureau, les yeux rivés sur le téléphone. De l'autre côté des Alpes, Mussolini joue les médiateurs, mais chacun sait qu'il est déjà dans le camp d'Hitler. Dans les rues de Paris, des foules inquiètes lisent les titres des journaux collés aux vitrines. L'Europe au bord du gouffre. Des familles écoutent, le souffle coupé, les bulletins radio. On raconte que les trains de mobilisation sont prêts, rangés dans les gares de triage, n'attendant qu'un ordre. Il suffirait d'un mot, d'un nom à Munich, pour que la machine s'enclenche. Les heures passent. Au milieu de la nuit, un premier message arrive. La conférence a commencé. Bonnet appelle l'ambassadeur à Munich, réclame des détails. Rien de précis. Du théâtre diplomatique, Hitler parle longtemps, fort, frappe la table. Daladier encaisse, argumente, tente de sauver ce qui peut l'être. Chamberlain s'efforce d'adoucir les angles. Mussolini propose des solutions techniques. Des morceaux de pays sont découpés sur des cartes comme un gâteau froid. À l'aube du 30 septembre, la nouvelle tombe. Un accord a été trouvé. La Tchécoslovaquie devra céder les Sudètes à l'Allemagne, en échange de la garantie que Hitler n'aura plus d'autres revendications territoriales en Europe. C'est écrit, noir sur blanc. 4 signatures au bas d'un document. Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini, Édouard Daladier. Pas un Tchécoslovaque à la table. La paix est sauvée. Pour l'instant, quand Daladier rentre au Bourget, il s'attend à être hué. Il revient avec l'image d'un pays qui l'a, croit-il, trahi. Les Sudètes sont perdus. Un allié est amputé. La parole de Hitler est le seul rempart contre une extension du conflit. Il se trompe. À sa sortie d'avion, une clameur l'accueille. Des foules soulagées crient « Vive Daladier! Vive la paix !» Les larmes coulent, des inconnus s'embrassent. La France entière respire. Une guerre de millions de morts a été évitée. Pour le moment, on ne veut voir que cela. Au Quai d'Orsay, Bonnet reçoit aussi une partie de ses louanges. Dans certains journaux, on le présente comme l'un des artisans de ce répit historique. On lui prête des formules qui flattent l'opinion. Nous avons gagné la paix. D'autres, au contraire, le vouent déjà aux gémonies. Dans les cafés fréquentés par les exilés d'Europe centrale, on parle de trahison de Munich. Les Tchèques, abandonnés sans avoir été consultés, n'oublieront jamais ce sentiment d'abandon. À Paris, quelques voix s'élèvent déjà pour dire que cette paix-là a le goût amer d'une reddition morale. Parmi ces voix, celle de Paul Reynaud résonne particulièrement. À la Chambre, il prononce un discours qui fustige l'accord de Munich comme un naufrage de l'honneur français. On a sacrifié un allié démocratique pour acheter de la tranquillité à un dictateur, lance-t-il. Ces mots frappent juste. Beaucoup de députés, soulagés par la paix, n'osent pas le contredire frontalement. Ils baissent les yeux, mal à l'aise, partagés entre la joie de voir les jeunes Français rester sous les drapeaux et la conscience diffuse d'avoir laissé tomber une petite démocratie à l'Est. Bonnet encaisse ses critiques avec sa froideur habituelle. En privé, il s'agace. Pour lui, Reynaud joue avec des concepts. Honneur, prestige, fermeté, sans regarder la réalité des chiffres et des canons. La vérité, pense-t-il, c'est que la France a gagné quelques précieux mois. Il faut les utiliser, accélérer le réarmement, renforcer les usines, moderniser l'aviation. Il se dit qu'un jour, peut-être, l'histoire reconnaîtra que sans Munich, la France aurait été écrasée en quelques semaines, faute de préparation. Mais l'histoire, justement, n'est pas décidée à lui offrir ce répit moral. Dans les mois qui suivent Munich, Bonnet s'emploie à consolider cette paix fragile. Il rêve d'un système où la France ne serait plus liée à autant d'engagements potentiellement explosifs à l'Est. Il envisage, discret mais obstiné, de réviser certains traités avec les alliés d'Europe centrale. Il pousse pour un rapprochement avec l'Italie, pense, naïvement ou lucidement, qu'en détachant Mussolini de Hitler, on pourrait isoler l'Allemagne. Il explore, via ses diplomates, la possibilité d'un arrangement direct avec Berlin, un modus vivendi qui fixerait enfin les frontières en Europe. Dans le secret des cabinets, il échange des notes avec l'ambassadeur de France à Berlin. On sonde Ribbentrop,
le ministre des Affaires étrangères du Reich, on teste prudemment l'idée d'un grand accord franco-allemand qui stabiliserait le continent. Bonnet sait que cette voie est périlleuse. Elle suppose de fermer les yeux sur certaines brutalités du régime nazi, de tourner la page sur quelques principes pour éviter un cataclysme supérieur. Il mesure, confusément, qu'il marche sur une corde raide, au-dessus d'un gouffre moral. Reynaud, lui, voit dans ses manœuvres l'illustration parfaite du danger. Il ne se contente plus de critiquer. Il guette chaque fuite, chaque rumeur, chaque note officieuse. Il alimente la presse, souffle sur les braises. Dans certains journaux, on insinue que Bonnet est prêt à sacrifier la Pologne après la Tchécoslovaquie, qu'il rêve d'une France déliée de ses obligations, repliée sur ses frontières, quitte à laisser l'Est de l'Europe devenir une zone d'expansion pour Hitler. La rivalité entre les deux hommes n'est plus seulement une compétition politique, c'est un conflit de récits sur le futur de la France. Bonnet, pourtant, n'a pas les mains libres. Au-dessus de lui, Daladier durcit peu à peu sa position. Il sent, comme beaucoup, que la parole de Hitler ne vaut rien. Les informations qui remontent de Prague, où l'armée allemande ne respecte déjà plus l'esprit de Munich, le prouvent. Les nazis exigent davantage, encore et encore. Ils attisent les tensions internes en Tchécoslovaquie, poussent les minorités polonaises et hongroises à réclamer leurs propres annexions. L'État tchécoslovaque, déjà amputé, se disloque sous la pression. En mars 1939, le couperet tombe. Sans ultimatum spectaculaire, sans même de prétexte solide, l'armée allemande entre à Prague. La Bohême et la Moravie deviennent un protectorat. Ce qui restait de l'indépendance tchécoslovaque est balayé en quelques jours. L'accord de Munich, censé être le dernier acte territorial de Hitler, est ouvertement violé. Les photos qui arrivent à Paris sont glaçantes. Des soldats allemands défilant dans les rues de Prague, des drapeaux nazis flottant au-dessus du château millénaire, symbole de la souveraineté tchèque. Pour Bonnet, c'est un choc intime autant que politique. En quelques heures, sa grande construction, l'idée qu'on pouvait stabiliser Hitler en lui accordant un gain territorial limité, s'effondre. La fiole de temps qu'il pensait avoir achetée se vide d'un coup. La preuve est là, brutale, irréfutable. Le Führer n'a pas de limite. Chaque concession le renforce. Chaque recul des démocraties l'encourage. Et désormais, tous les regards se tournent vers la prochaine cible évidente, la Pologne. À la Chambre, Reynaud jubile à peine, tant la situation est grave. Il ne se prive pas, cependant, de rappeler qu'il avait prévenu. Dans les couloirs, on répète sa formule. Nous aurons le déshonneur et la guerre. Bonnet, silencieux, subit de plein fouet cette prophétie accomplie. Il se retrouve pris au piège de sa propre stratégie. S'il continue de prôner le compromis, il apparaîtra comme un homme aveugle, presque complice. S'il change brutalement de position, on l'accusera d'avoir gaspillé un an précieux à poursuivre une illusion. Le temps, toujours lui, se retourne contre lui, là où il croyait gagner des mois. Il a, aux yeux de ses contemporains, offert à Hitler une année de plus pour armer ses divisions, pour tester la lâcheté des démocraties, pour s'habituer à l'idée que le chantage paye. À partir du printemps 1939, les aiguilles de l'horloge se mettent à tourner plus vite. À Londres, on parle enfin de garanties à donner à la Pologne. À Paris, on commence à évoquer, sérieusement, la possibilité d'une guerre inévitable. Au Quai d'Orsay, Bonnet travaille désormais sous la pression constante de l'urgence et de la suspicion. Chaque note qu'il signe est lue, relue, interprétée à travers le prisme de Munich. Chaque entretien qu'il accorde à un ambassadeur est scruté par Reynaud et ses alliés, à l'affût du moindre signe de faiblesse. La rivalité personnelle est devenue un duel à mort politique, car chacun le sait. Le jour où la guerre éclatera, celui qui sera jugé responsable des choix d'avant sera, dans l'opinion, soit un sauveur, soit un coupable. Et Bonnet sent confusément que le temps qu'il voulait apprivoiser lui échappe. Les semaines raccourcissent, les marges de manœuvre se réduisent, il n'a plus devant lui des années pour corriger ses paris, il n'a bientôt plus que des semaines, bientôt des jours, avant que le monde ne bascule à nouveau dans les ténèbres qu'il avait juré de conjurer. Et, dans l'ombre, un homme se prépare déjà à essayer de ramasser les morceaux. Paul Reynaud, le rival de toujours, qui attend son heure comme un général, observe l'ennemi épuiser ses dernières réserves avant de lancer l'assaut final.
Le 1er septembre 1939, à l'aube, la voix tremblante de l'annonceur radio déchire le silence des appartements encore endormis. Des forces allemandes ont franchi la frontière polonaise sur toute sa longueur. En quelques phrases, l'illusion de Munich explose. La paix sauvée n'a tenu que 11 mois. Au Quai d'Orsay, Georges Bonnet fixe un télégramme chiffonné, venu de Varsovie, où l'on parle de bombardements sur des gares, de colonnes, de blindés fonçant vers l'intérieur du pays. Il sait qu'un autre compte à rebours vient de commencer. Cette fois, ce n'est plus pour éviter la guerre. C'est pour savoir si la France acceptera encore une humiliation, ou plongera, pour de bon, dans l'abîme. Les heures qui suivent ressemblent à un cauchemar en accéléré. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Londres presse Paris de parler d'une seule voix. À Berlin, l'ambassadeur de France cherche désespérément un contact au ministère des Affaires étrangères du Reich. Dans la salle du Conseil des ministres, l'air est déjà lourd de tabac froid et de peur. Daladier, les traits tirés, s'adresse à Bonnet. « Est-ce qu'on peut encore arrêter la machine ?» C'est la question que Bonnet redoute depuis des mois. Au fond de lui, quelque chose a changé depuis la chute de Prague. Il ne croit plus un seul mot de Hitler. Il sait que céder encore serait franchir une ligne morale irréparable, mais son réflexe d'ancien ministre des Finances, d'homme obsédé par les chiffres, revient l'assaillir. Combien d'avions? Combien de chars? Combien de jeunes hommes sous les drapeaux? La France est-elle plus prête qu'un an plus tôt? Un peu, mais pas assez pour une guerre longue. Chaque seconde de silence pèse comme une faute. On peut tenter une conférence, encore? Mais si l'Allemagne refuse, il laisse la fin en suspens. Autour de la table, certains entendent. Il faut tout essayer pour éviter le conflit. D'autres n'entendent qu'une chose. Bonnet veut encore gagner du temps. Paul Reynaud, assis un peu en retrait, serre les poings. Il n'a pas oublié Prague, ni les atermoiements de l'année écoulée. Il voit, dans cette prudence, non plus une stratégie, mais une faiblesse chronique. Le printemps et l'été 1939 ont déjà creusé ce fossé. Après l'occupation de Prague, la France a dû, sous la pression de l'opinion et du Parlement, rompre avec l'illusion d'un Hitler raisonnable. Bonnet a participé, bon gré mal gré, à cette mue. Il a signé, aux côtés des Britanniques, les garanties données à la Pologne. Une promesse claire, si Varsovie est attaquée, la France se battra. Cette fois, il n'y a plus de clause ambiguë, plus de marge pour un Munich bis. Mais, à chaque fois qu'il appose sa signature, Bonnet sent ses doigts se raidir. Il sait ce que ces lignes engagent. Derrière les mots « assistance mutuelle », il voit déjà des trains noirs et des gares encombrées d'adieux. Dans le même temps, une autre partie se joue, plus lointaine mais tout aussi décisive. La tentative de rapprochement avec l'Union soviétique. Certains, à Paris et à Londres, veulent bâtir un front des démocraties et de Moscou contre Hitler. Bonnet, lui, n'y croit qu'à demi. Il se méfie de Staline, de son régime, de la distance géographique, des obstacles logistiques. Il ralentit, tergiverse, cherche des formulations prudentes. Pour ses adversaires, c'est une preuve de plus de son manque de clairvoyance face au danger. Pour lui, c'est du réalisme. Comment compter sur une armée soviétique qui ne pourrait atteindre l'Allemagne qu'en traversant des pays réticents, voire hostiles? Chaque note envoyée à l'ambassade de France à Moscou, chaque instruction aux négociateurs reflète cette ambivalence. Oui, il faut parler aux soviétiques. Non, il ne faut pas s'en lier les mains. Et pendant que Paris et Londres hésitent, avancent à pas compter, Berlin va droit au but. Le 23 août 1939, un télégramme tombe sur le bureau de Bonnet comme une pierre dans un vitrail. Pacte de non-agression germano-soviétique. Molotov et Ribbentrop ont signé, Hitler et Staline, ennemis idéologiques jurés, ont scellé un accord froid, calculé, accompagné de protocoles secrets se partageant. Des pays entiers comme on trace des lots sur un plan cadastral. Cette nuit-là, Bonnet ne dort pas. Dans le silence de son bureau, uniquement troublé par le froissement des papiers et le tic-tac d'une horloge murale, il relit la dépêche, encore et encore, comme si les mots allaient se mettre à changer. C'est un renversement stratégique colossal. L'URSS ne sera pas le contrepoids rêvé face à l'Allemagne. Pire, elle lui ouvre la voie vers la Pologne en acceptant par avance sa dislocation, une douleur sourde le traverse. Il comprend qu'il a perdu la seule marge de manœuvre qui lui restait. Le temps qu'il cherchait à acheter vient d'être vendu, sans lui, de l'autre côté du continent. Dans les jours qui suivent, la tension devient presque physique.
On la sent dans les queues devant les boulangeries, dans les regards qu'on échange en lisant les gros titres des journaux. Pacte. Hitler-Staline. L'Europe en sursis. Bonnet assiste à des conseils de ministres où chaque phrase est pesée comme une balle en chambre. Reynaud, plus que jamais, attaque la politique passée d'apaisement. Il le fait frontalement, maintenant, en face de lui. Nous avons perdu un temps précieux à croire qu'on pouvait composer avec Hitler. Ce temps-là, c'est lui qui l'a utilisé, pour nous encercler. Bonnet, raide, encaisse. Il pourrait se défendre, rappeler les usines de guerre qui tournent désormais à plein régime, les crédits votés, les modernisations obtenues en silence. Il se tait. Car au fond, il sait qu'il y a une part de vérité dans l'accusation et que l'histoire se moquera de savoir si l'on a gagné 6 mois de production d'obus, si, au final, on a perdu la possibilité d'empêcher le désastre. Lorsque la Wehrmacht franchit la frontière polonaise, le 1er septembre, l'affrontement avec Reynaud atteint son sommet. En quelques heures, 2 lignes politiques se cristallisent dans le huis clos du gouvernement. L'une, conduite par Reynaud, affirme que l'honneur et la parole donnée imposent de déclarer la guerre sans tarder. L'autre, que Bonnet incarne malgré lui, plaide pour un ultime appel à la conférence, à l'arbitrage international, à la médiation de Menzies-Sondensnel, l'Italie, quoi que ce soit qui puisse retarder l'irrémédiable. Si nous lançons un ultimatum trop vite, nous nous coupons de toute possibilité de solution négociée, insiste Bonnet, donnons-nous au moins quelques jours. Quelques jours, alors que chaque heure qui passe permet à Hitler de broyer un peu plus la Pologne, de se préparer à affronter l'Ouest. Pour Reynaud, cette prudence est devenue insupportable. Quelques jours de plus, pourquoi, Georges? Pour regarder un autre pays s'effondrer, comme la Tchécoslovaquie? Il y a un moment où il faut accepter que la guerre ne dépend plus de nous. Dans les couloirs, on raconte que la discussion est si tendue que Daladier doit intervenir pour couper court, pour empêcher que le débat ne tourne au règlement de compte. Là encore, l'ombre du temps limite leur choix. Londres a déjà transmis des projets d'ultimatum. Les états-majors attendent un signal. Les trains de mobilisation sont prêts. On ne peut pas laisser un pays en semi-guerre pendant des semaines. Le 3 septembre, à 11 h, la décision tombe. Après l'expiration de l'ultimatum remis à Berlin, la France se considère en état de guerre avec l'Allemagne. Bonnet assiste au moment où Daladier lit la déclaration. Le silence qui suit est étrange, presque irréel. Personne ne se lève, personne ne crie. On entend juste le frottement d'une chaise, un souffle retenu, puis, lentement, chacun reprend son masque de responsabilité. La guerre est là. Et avec elle, l'abolition de ce qui faisait la force de Bonnet, la capacité à jouer sur les marges, à étirer les délais, à gagner quelques nuits de plus. Dans les jours qui suivent, les sirènes d'alerte retentissent à Paris, les gens descendent dans les caves, les enfants regardent le ciel, effrayés, en cherchant des escadrilles qui ne viennent pas encore. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard la drôle de guerre. Une guerre sans grande bataille, sans offensive décisive sur le front occidental, mais avec des peurs, des arrestations, des décrets. Une guerre de papier et de rumeurs, où Bonnet va changer de poste sans sortir pour autant du cœur du système. La pression politique devient vite insoutenable. Pour l'opinion, Munich n'est plus qu'un mot honteux. L'homme qui emporte le plus visiblement la marque, c'est Bonnet. Daladier le sait. Il a besoin, pour son gouvernement de guerre, d'un symbole de fermeté au Quai d'Orsay. Alors, dans un mouvement brutal, presque cruel, il décide de reprendre lui-même le portefeuille des affaires étrangères. Bonnet est déplacé. On ne le renvoie pas au banc des simples députés, on lui confie le ministère de la Justice. Le jour où il quitte son bureau du Quai d'Orsay, Bonnet marche lentement dans les couloirs, comme si chaque pas le séparait d'une part de lui-même. Les murs tapissés de cartes, les globes, les portraits de prédécesseurs, tout semble le regarder avec un reproche muet. Il a l'impression d'être un général relevé de son commandement, au moment précis où l'armée entre en campagne. Dans son nouveau ministère, celui des prisons, des tribunaux, des lois d'exception, l'atmosphère est différente, plus opaque, plus lourde. Mais ce déplacement est un twist violent dans sa trajectoire. On lui enlève le droit de négocier avec les chancelleries, mais on lui donne le pouvoir de signer des décrets qui toucheront directement les libertés. La guerre, désormais, est aussi intérieure. On parle de 5e colonne, d'espions, de saboteurs.
Les étrangers, les réfugiés d'Allemagne ou d'Autriche, ceux-là même que la France avait accueillis en fuyant le nazisme, deviennent suspects aux yeux de beaucoup. Au ministère de la Justice, Bonnet valide des mesures d'internement administratif, des procédures accélérées. Lui, l'homme qui craignait la guerre extérieure, contribue, sans toujours le vouloir, à l'installer dans les consciences. Pendant ce temps, Paul Reynaud a pris du poids. Aux finances, puis dans le cœur du dispositif gouvernemental, il incarne l'énergie, l'offensive, le refus de la résignation. Il plaide pour une économie de guerre totale, pour des alliances plus solides avec la Grande-Bretagne, pour une coopération étroite avec ce nouveau venu à Londres, Winston Churchill, qui ne croit pas à la possibilité d'un compromis avec Hitler. Les confrontations entre Reynaud et Bonnet, au Conseil, prennent une tonalité presque personnelle. Chaque discussion sur un décret, sur une mesure de sûreté, se charge d'années de rancœur accumulées. Tu veux enfermer des suspects, Georges ? Très bien. Mais à quoi cela sert-il si nous ne faisons rien pour frapper l'ennemi avant qu'il ne vienne ici ? Bonnet réplique, sec. Un État qui se laisse miner de l'intérieur perd la guerre avant même de l'avoir commencée. Il parle de camp, de contrôle, de perquisition. Mais au fond, il continue de se disputer sur la même ligne de fracture. Agir vite, quels qu'en soient les risques, ou tout contrôler, quitte à perdre l'élan. L'hiver 1939-1940 passe, glacial, englué dans une attente nerveuse. Sur la ligne Maginot, les soldats s'ennuient dans les casemates. Dans les cafés de Paris, on apprend à vivre avec les rideaux noirs et les vitres collées de bandes de papier, prêtes à voler en éclats. Tout le monde sait que les Allemands préparent quelque chose. On ne sait ni où ni quand. Une étrange impression de répit empoisonné s'installe. Une fois de plus, le temps se dilate, donne l'illusion de pouvoir durer ainsi, indéfiniment. Mais ce n'est qu'une illusion. En mars 1940, le climat politique se tend encore, les revers en Norvège, les hésitations militaires, les critiques de plus en plus vives au Parlement finissent par emporter Daladier. Le 21 mars, c'est Paul Reynaud qui devient président du Conseil. Le rival de toujours arrive au sommet, au moment exact où la guerre risque de basculer. Pour Bonnet, c'est une humiliation supplémentaire. Il reste un temps au gouvernement comme ministre de la Justice, mais son influence décroît. Reynaud n'a aucune confiance en lui. Il le tient à distance des décisions stratégiques, ne lui confie plus que des dossiers secondaires, tout en le laissant exposé à la vindicte publique. Pourtant, dans les tréfonds de l'appareil d'État, Bonnet n'a pas perdu tous ses relais. Il parle avec des hauts fonctionnaires, des parlementaires, des militaires inquiets. Beaucoup doutent de la capacité de Reynaud à tenir une guerre longue. Ils le trouvent trop proche des Britanniques, trop aventureux. À mesure que le printemps s'avance, l'idée d'une autre issue, radicale, commence à circuler. Si la guerre tourne mal, ne vaudrait-il pas mieux chercher un armistice honorable plutôt que de voir le pays ravagé ? Le 10 mai 1940, l'orage se déclenche enfin. Hitler lance son offensive à l'ouest. Les blindés allemands percent en Belgique, traversent les Ardennes, franchissent la Meuse. Les rapports qui arrivent au gouvernement sont de plus en plus alarmants. Les cartes accrochées au mur se couvrent de flèches rouges qui avancent à une vitesse que personne n'avait prévue. L'état-major parle de repli tactique, puis de retraite précipitée. En quelques semaines, l'armée française, censée être la plus puissante du continent, vacille. Dans ce chaos, Reynaud tente de tenir bon. Il appelle Churchill, réclame des renforts, parle d'une défense jusqu'au bout. Mais autour de lui, beaucoup pensent déjà à limiter les dégâts. Le maréchal Pétain, vice-président du Conseil, murmure qu'il faut cesser le combat. Le général Weygand, nommé pour remplacer Gamelin, peint un tableau désespéré de la situation. Dans les couloirs des ministères réfugiés à Bordeaux, on ne parle plus de victoire, à peine de résistance. On parle de capitulation, d'armistice, de conditions acceptables. Georges Bonnet, désormais figure d'un camp qui veut sauver ce qui peut l'être, se rapproche de ses voix, lui qui, un an plus tôt, cherchait à éviter la guerre, cherche maintenant à éviter la destruction totale. Il écoute Pétain, approuve ses arguments. Le pays est épuisé, les civils fuient sur les routes dans un exode gigantesque, l'armée est disloquée. Reynaud, isolé, s'accroche encore à l'idée de continuer le combat depuis l'Afrique du Nord, avec la flotte et les ressources de l'Empire. Bonnet, lui, n'y croit pas. Lors des réunions dramatiques de juin 1940, le temps devient une lame.
Chaque jour de retard dans la décision signifie des colonnes de réfugiés supplémentaires, des villes bombardées, des unités encerclées. Pétain et ses partisans répètent qu'il faut demander l'armistice avant que la situation ne devienne totalement désespérée, sous peine de se voir imposer des conditions encore plus dures. Reynaud argue qu'une France qui déposerait les armes laisserait la Grande-Bretagne seule face à Hitler et perdrait son honneur. La scène est d'une intensité presque théâtrale. Autour de la table, les ministres sont sommés de se prononcer, chacun sachant que son choix le poursuivra jusqu'à la fin de ses jours. Bonnet choisit son camp. Il se range clairement du côté de Pétain, pas par admiration pour le vieil homme, pas par adhésion au fascisme, mais par conviction que la priorité absolue est d'arrêter la machine de mort. À ses yeux, Reynaud veut prolonger l'agonie. À ceux de Reynaud, Bonnet veut brader ce qui reste de la liberté française pour sauver des ruines matérielles. Les deux hommes ne se parlent presque plus. Ils ne se regardent même plus. Ils incarnent deux Frances qui cessent de se comprendre. Le 16 juin, épuisé, Reynaud démissionne. Pétain devient président du Conseil. Bonnet n'est pas appelé à une fonction majeure dans le nouveau gouvernement, mais il ne se retire pas du jeu. Il garde ses réseaux, ses contacts, son siège de député. Le 22 juin, à Retonde, dans le même wagon où l'armistice de 1918 avait été signé, c'est au tour de la France vaincue de paraphère sa reddition. Les images de la clairière, des officiers allemands raides, des représentants français abattus, tournent en boucle dans la presse allemande. À Paris, occupé, les drapeaux à croix gammées flottent sur les bâtiments officiels. Quelques semaines plus tard, un autre rendez-vous, moins spectaculaire mais tout aussi décisif, se prépare à Vichy. Les parlementaires sont convoqués pour voter sur un projet de loi constitutionnelle donnant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour rédiger une nouvelle constitution. En clair, il s'agit de mettre fin à la Troisième République. Pour beaucoup, c'est un déchirement. Pour d'autres, un soulagement, la promesse d'un ordre nouveau après des années de crise. Le 10 juillet 1940, dans le théâtre municipal de Vichy, transformé en salle de vote, la chaleur est écrasante. Les députés et sénateurs, en veston sombre, s'éventent maladroitement, on appelle les noms. Chacun se lève, dit « oui »,« non » ou s'abstient. Les décennies de vie parlementaire de Bonnet se concentrent dans ce moment-là. Il sait ce que ce vote signifie. Il sait que s'il dit non, il prend le risque d'être mis de côté, voire de subir des représailles. S'il dit oui, il cautionne la disparition du régime qu'il a servi toute sa vie. Quand vient son tour, Georges Bonnet se lève. Sa voix est claire, sans hésitation apparente. Oui, en un mot, il entérine la fin de la République et donne à Pétain les moyens légaux de fonder l'État français. En un mot, il pense offrir au pays la possibilité de se reconstruire, à l'abri d'une occupation totale. En un mot, il scelle surtout sa propre image pour l'après-guerre, celle d'un homme qui, après avoir incarné l'apaisement face à Hitler, aura aussi accepté la bascule vers Vichy. Il ne le sait pas encore, mais ce « oui » résonnera contre lui bien plus longtemps que tous ses discours, tous ses calculs, tous ses compromis. À cet instant précis, pour lui, il ne s'agit encore que d'une décision de plus, prise face à une urgence écrasante. Pour l'histoire, c'est le début de son procès silencieux, celui qu'on lui intentera bien après que les canons se seront tus. Il pense que l'histoire vient de se refermer sur lui comme une trappe. En réalité, elle vient de l'ouvrir tout grand en dessous de ses pieds au moment où Georges Bonnet prononce ce « oui » à Vichy, convaincu d'éviter à la France le pire. Il ne sait pas qu'il vient de signer le document le plus compromettant de toute sa vie, ni que, 30 ans plus tard, ce simple mot résonnera plus fort que ses décennies de travail, plus fort que ses discours, plus fort même que la guerre. Il croit avoir gagné un dernier répit pour son pays. Il vient d'enclencher le compte à rebours de son propre procès moral. Les jours qui suivent le vote de Vichy ont une atmosphère de fin de monde au ralenti. Dans les couloirs surchauffés des hôtels transformés en ministères, on décroche les portraits officiels de la République. On plie les drapeaux tricolores. On installe, avec une solennité contrainte, les effigies du maréchal Pétain. Bonnet, lui, sent physiquement qu'il glisse vers la marge. On ne lui confie plus de portefeuille. On ne l'invite pas dans le cœur du nouveau pouvoir. Il reste député, figure connue, mais déjà encombrante. Une phrase entendue au détour d'un couloir le frappe comme une gifle. « Bonnet a trop de passé », murmure un conseiller. Et pas le bon. Trop lié à la Troisième République,
trop associé aux hésitations de l'avant-guerre, à Munich, aux illusions brisées. Pour un régime qui se veut nouveau, il est un symbole gênant. On le consulte encore, parfois, sur un texte, une manœuvre, mais on ne lui donne plus de manette. C'est un twist cruel. L'homme qu'on accusait d'avoir trop de pouvoir devient un homme de l'ombre, toléré mais surveillé. Alors il se replie. Littéralement, il quitte peu à peu Vichy, se retire de plus en plus longtemps dans sa propriété de Dordogne. La campagne, les haies, les chemins de terre, tranchent brutalement avec le théâtre politique de la station thermale. Le silence des nuits noires, sans lumière publique, est seulement troublé par le bruit lointain des trains de réquisition, par les murmures de la radio anglaise qu'on écoute en cachette derrière des volets clos. Bonnet lit, prend des notes, suit les nouvelles avec une fièvre rentrée. Il n'est plus au centre, mais il ne décroche pas. De temps à autre, des voitures montent la petite côte vers sa maison, des collègues, des émissaires, parfois un haut fonctionnaire de Vichy, parfois un vieil ami de la Chambre. On vient prendre la température, on échange des hypothèses. L'Allemagne va-t-elle gagner? Faut-il se rapprocher davantage de Berlin pour adoucir l'occupation? Ou, au contraire, garder ses distances en prévision d'un retournement? La guerre, pour Bonnet, devient une partie d'échecs jouée à distance, dont il ne voit plus toutes les pièces, mais dont il devine les mouvements. Il garde une certitude. Si l'Allemagne perd, ceux qui auront été trop proches d'elle paieront le prix fort. Il se méfie donc, refuse des postes trop visibles, n'accepte pas de fonctions qui l'engageraient ouvertement dans la collaboration. Mais il ne rompt pas. Il ne bascule pas non plus dans la résistance. Il reste dans ce clair-obscur où l'on espère encore manœuvrer, préserver des ponts pour l'avenir, limiter les dégâts sans se brûler totalement les mains. La rivalité avec Paul Reynaud, elle, a pris une forme fantomatique. Reynaud est prisonnier, détenu par les Allemands, transporté de forteresse en forteresse, mais dans la mémoire de Bonnet, il est toujours là, comme un contradicteur permanent. En lisant un communiqué, en entendant une rumeur, il se surprend à penser « Reynaud aurait voulu continuer le combat et nous aurions aujourd'hui un pays ravagé ». Il se répète cette phrase comme un talisman. Comme si l'échec de son rival justifiait rétroactivement ses propres choix. Pourtant, à mesure que les années 1941, 1942, 1943 s'égrènent, quelque chose se fissure. Les nouvelles de Stalingrad, d'El Alamein, du débarquement en Italie, changent la lumière. L'Allemagne n'est plus invincible. Les voix de Londres, de la BBC, de la France libre prennent de l'ampleur. Dans les cafés anonymes des petites villes de province, on parle de plus en plus de « après ». Après la guerre, après Vichy, après Pétain. Bonnet, lui, comprend qu'un autre compte à rebours a commencé, celui qui le sépare du retour de la République et du règlement de compte. Il ne se fait aucune illusion sur ce qui l'attend. Il a été ministre de la Troisième République, artisan des accords de Munich, signataire de la loi du 10 juillet 1940. Il sait que ces trois faits, combinés, feront de lui une cible parfaite pour la vengeance ou pour la justice, selon le camp qui écrira le premier le récit. Il s'interroge tard le soir en feuilletant ses dossiers. Doit-il préparer sa défense, classer les papiers, garder les télégrammes? Les notes, les discours? Ou, au contraire, tout brûler? Il choisit de conserver. Chaque document devient, à ses yeux, une bouée éventuelle, une phrase, une signature d'un autre, une consigne venue d'en haut. Autant de preuves possibles pour montrer qu'il ne fut ni seul, ni maître absolu de la politique menée. Il travaille comme un archiviste obsédé, alors que les bombes, de plus en plus souvent, font trembler les vitres au loin. L'été 1944 arrive, et avec lui ce que tant attendait, ce que tant redoutait, la libération. À Paris, les barricades se dressent, les drapeaux tricolores ressortent des caches, les croix gammées sont arrachées à la hâte. Dans les villes, la foule se déchaîne contre ceux qu'elle identifie comme collaborateurs. Humiliation publique, tondue, règlement de compte expéditif. Dans ce chaos, Bonnet comprend qu'il n'a plus le luxe du calcul. Rester, c'est risquer le tumulte, les arrestations, les photographes, les cris. Il choisit la fuite discrète. C'est un nouveau twist. L'homme du Verbe, du Palais Bourbon, se retrouve dans le rôle d'un fugitif silencieux. Avec l'aide d'amis, il passe la frontière vers la Suisse. Pas de grand départ théâtral, pas de valise entassée sur un quai de gare, juste un trajet de nuit,
des arrêts brusques, des contrôles où l'on respire à peine, et soudain ce sentiment étrange de se retrouver dans un pays neutre, calme, presque indifférent. Alors que la France hurle, qu'elle règle ses comptes dans les rues, Bonnet atterrit dans un univers de banques, de montagnes et de discrétion. En Suisse, il n'est ni héros ni traître. Il est un réfugié politique parmi d'autres, il loue un logement, s'organise une vie modeste, loin des ministères, il marche beaucoup, lit énormément, écrit déjà des ébauches de souvenirs. La radio reste son fil avec la France. Il entend les noms des condamnés à mort, des ministres jugés par la haute cour, des fonctionnaires épurés. Il attend, en apnée, de savoir quand son nom à lui sera prononcé. L'annonce finit par tomber, sèche, impersonnelle, dans une colonne de journal. Georges Bonnet est déclaré inéligible, frappé d'indignité nationale. La faute principale retenue, son vote du 10 juillet 1940 et ses relations jugées trop accommodantes avec le régime de Vichy. Il n'est pas condamné à mort, il n'est pas incarcéré, mais il est symboliquement rayé de la communauté politique. Pour un homme qui a bâti sa vie sur l'hémicycle, sur les tribunes, sur la capacité à influer sur les lois, cette indignité est une peine d'une violence sourde. Dans le même temps, une autre nouvelle lui parvient, comme un coup de théâtre venu du passé. Paul Reynaud, libéré de captivité par les Alliés, revient en France. L'ancien rival, celui qui, en 1940, incarnait la résistance à l'armistice, reparaît sur la scène politique, accueilli par beaucoup comme un prophète malentendu. Bonnet comprend immédiatement ce que cela signifie. Le duel qui les opposait avant la guerre va se poursuivre, mais sur un autre terrain. Ce n'est plus le champ clos du Conseil des ministres, c'est celui de la mémoire nationale. En Suisse, il se met à écrire plus méthodiquement, il rature, réécrit, recommence. Il veut comprendre et faire comprendre comment on en est arrivé là. Munich, la guerre, la débâcle, Vichy. Il se voit comme un témoin lucide d'une époque tragique, comme un homme qui a tenté, à chaque étape, de sauver ce qui pouvait l'être. Il pressent déjà que Reynaud, lui, racontera une autre histoire, celle d'un pays trahi par les tièdes, par les prudents, par ceux qui, comme Bonnet, ont refusé la politique du jusqu'au boutisme. La rivalité se transforme en duel de plumes. Depuis Paris, Reynaud publie articles, donne des interviews, prépare ses propres mémoires. Il y développe une thèse implacable. Si la France est tombée, c'est parce que des hommes comme Bonnet ont trop cru à la paix, trop cédé à Hitler, puis trop vite accepté l'armistice. Bonnet lit ses textes à distance, la colère lui serre la gorge. Il annote les marges des journaux, souligne chaque phrase qu'il juge injuste, partiale, mensongère. Il n'a pas seulement l'impression qu'on attaque sa carrière, il a l'impression qu'on falsifie sa vie. Les années passent. La France entre dans la 4e République, puis s'installe dans la guerre froide. À Paris, les gouvernements se succèdent, fragiles, éphémères. Les crises coloniales s'accumulent. La figure de Gaulle, à nouveau, plane sur la vie politique. Et, peu à peu, l'urgence des années 1930 s'éloigne. À mesure que le temps avance, la mémoire se simplifie, se polarise. Il faut des héros et des coupables, des résistants et des collaborateurs, des lucides et des aveugles. Pas de place pour ceux qui ont vécu dans l'entre-deux, dans l'ambiguïté, dans le gris. Georges Bonnet comprend que, s'il ne parle pas, d'autres le définiront à sa place. Au début des années 1950, un nouveau tournant s'amorce. La France, désireuse de tourner la page de la guerre civile froide de l'épuration, adopte des mesures d'amnistie. Des inéligibilités sont levées, des sanctions atténuées. Bonnet voit s'ouvrir une brèche. Il peut revenir. Pas seulement revenir physiquement, il le fait prudemment, en renouant avec son domaine, ses amis, ses réseaux, mais revenir en politique. Ce pari, beaucoup le jugent insensé. Qui voudra encore voter pour l'homme de Munich? Qui osera afficher son nom sur une affiche électorale? Lui, pourtant, se lance. Il retrouve la Dordogne, ses cantons, ses villages. Il reprend, presque comme avant, la route des réunions publiques, des salles des fêtes, des discours sous les guirlandes tricolores fanées. Les premières rencontres sont glaciales. Certains détournent le regard, d'autres murmurent, mais il découvre aussi, à sa stupéfaction, que beaucoup n'ont pas tout suivi. Que, pour nombre d'électeurs, Munich, Vichy, l'armistice, ce sont des mots lointains, noyés dans la souffrance générale de la guerre. On l'interpelle sur les prix agricoles, sur les routes, sur les écoles.
Le passé revient, bien sûr, mais comme une ombre, pas toujours comme un coup près. C'est là que se produit l'un des twists les plus étonnants de sa trajectoire. Georges Bonnet est réélu député, l'homme que la haute cour avait frappé d'indignité se retrouve à nouveau sur les bancs de l'Assemblée. Pas au centre du jeu, pas ministre, pas chef de file, mais présent. Revenant politique, il suscite la gêne de certains, le ressentiment d'autres, mais aussi, chez quelques-uns, une sorte de fascination. Comment un homme autant compromis, autant exposé, ose-t-il revenir s'asseoir là comme si de rien n'était? À Paris, il retrouve l'hémicycle, transformé mais familier. Les boiseries ont changé, les visages aussi, mais les rites demeurent, les débats, les interpellations, les couloirs enfumés. Il intervient surtout sur des questions financières, administratives, techniques. Il évite, autant que possible, de se mettre en avant sur les questions de politique étrangère, là où son nom reste explosif. Mais il n'échappe pas toujours au pic. Un jour, un député plus jeune lance, mi-ironique, mi-accusateur. « Monsieur Bonnet, quand vous nous parlez de prudence, permettez que certains se souviennent où votre prudence nous a menés. » Rire gêné, brouhaha. Bonnet encaisse, serre les dents, il réplique calme. La prudence n'est pas toujours la lâcheté. Parfois, c'est ce qui reste quand tous les autres choix sont des suicides. La phrase tombe, lourde. Elle ne convainc pas tout le monde, mais elle dit sa vérité à lui. Car, derrière les séances publiques, une course s'est engagée, plus secrète, plus intime, celle contre le temps. Il sait qu'il vieillit. Il sait que le moment approche où il ne pourra plus s'expliquer de vive voix. Il sait aussi que Paul Reynaud, plus que jamais, travaille à imposer sa version de l'histoire, soutenue par une partie de la presse, par des jeunes historiens, par ceux qui veulent un récit clair des années sombres. Alors Bonnet se lance dans son dernier grand chantier, ses mémoires. Des milliers de pages noircies, reprises, polies. Il y consigne les détails, les dates, les télégrammes, les conversations à voix basse, les hésitations, les pressions. Il veut montrer la machine de l'intérieur, dévoiler les coulisses, montrer qu'il n'a jamais été ce personnage de caricature qu'on aime détester. Il se peint en homme rationaliste, obsédé par les chiffres, qui a vu ce que la France pouvait et ne pouvait pas affronter. Il insiste sur l'état de l'armée, sur les rapports des services, sur les avertissements ignorés. Surtout, il revient sans cesse sur son rival. Dans ses pages, Reynaud apparaît tour à tour brillant, courageux, mais aussi imprudent, exalté, dogmatique. Il lui attribue une part de responsabilité dans la confusion de 1940, dans l'impossibilité de dégager une ligne claire. On sent, entre les lignes, que ce duel inachevé le hante encore. Comme si, pour se justifier lui-même, il devait continuer à plaider contre l'autre. En 1961, il publie l'un de ses livres les plus commentés, où il revient longuement sur Munich et les mois qui ont suivi. L'accueil est féroce. Certains y voient une tentative tardive d'auto-justification, un plaidoyer pro-domo maladroit. D'autres, au contraire, y découvrent des informations inédites, des détails précieux sur les coulisses de la diplomatie française. Les critiques se déchirent. Les journaux se répondent. Les anciens acteurs de ces années-là, ceux qui sont encore en vie, écrivent des tribunes, des lettres ouvertes. Bonnet, une fois de plus, est au centre d'une tempête. Mais cette fois-ci, ce sont les archives, les mots, les interprétations qui s'entrechoquent. Pas les armées. Au fil des années 1960, le paysage change encore. Une nouvelle génération arrive, qui n'a pas connu ni la Troisième République, ni la guerre, ni Vichy. Pour ces jeunes, Georges Bonnet est un nom de manuel, une silhouette en noir et blanc, un visage sur une photo de Munich, entouré d'Hitler et de Chamberlain. Dans les universités, on commence à parler de lui dans les cours d'histoire contemporaine. Certains chercheurs, animés par le désir de comprendre plutôt que de juger, retournent les archives, relisent les télégrammes. On découvre un Bonnet plus complexe, plus contradictoire, hésitant entre la peur de la guerre et la conscience du danger nazi. Cette nuance, toutefois, pénètre difficilement l'opinion. La mémoire collective a besoin de raccourcis. Munichois, défaitiste, homme du 10 juillet, les étiquettes collent à sa peau. Lui continue à écrire, à corriger, à envoyer des lettres aux journaux qui, souvent, ne les publient qu'en partie.
Il sollicite des entretiens, accepte des invitations à des conférences, répond aux questions avec une patience brusque, on le sent parfois à la limite de l'amertume. Dans ces dernières années, la France a déjà basculé dans l'aveu république. De Gaulle est revenu, parti, revenu encore, puis parti définitivement. La guerre d'Algérie a remplacé, dans les conversations, les débats d'antan. Les noms qui agitent la presse ne sont plus ceux des années 1930. Pourtant, dans certains cercles, dans des colloques spécialisés, la figure de Bonnet revient régulièrement. On le cite comme l'exemple même du ministre pris au piège de force qui le dépasse, comme l'emblème d'une génération de dirigeants qui ont dû choisir entre le pire et l'insupportable. Un après-midi de juin 1973, dans une France qui prépare les vacances et débat de toute autre chose, Georges Bonnet s'éteint à Paris, peu de gros titres. Quelques nécrologies, sobres, parfois acides, parfois mesurées. Elle rappelle sa longue carrière, ses portefeuilles ministériels, Munich, Vichy, ses livres, quelques lignes, à peine, pour une vie passée à jouer avec le temps, à tenter de le retarder, à tenter ensuite de le rattraper. Dans un appartement, peut-être, un lecteur replie le journal et se demande « Qui était vraiment cet homme ? Un lâche ? Un réaliste ? Un visionnaire raté ?» C'est là que réside, au fond, le dernier twist de sa trajectoire. Georges Bonnet meurt sans avoir réussi à imposer sa version des faits, mais sans avoir été entièrement réduit à celle de ses ennemis. Il laisse derrière lui des archives, des livres, des témoignages contradictoires. Il laisse surtout une question ouverte, lancée comme un défi à ceux qui, plus tard, voudront comprendre ces années où tout se jouait. À quelques signatures, à quelques nuits, à quelques télégrammes, une question qui plane encore lorsqu'on regarde son visage sur les photos jaunies. Et si, au lieu de juger en noir et blanc, on acceptait que l'histoire, parfois, se joue dans cet espace gris où évoluait Georges Bonnet, ce lieu étroit où l'on tente, désespérément, et de choisir la moindre des catastrophes sans jamais savoir, au présent, laquelle des deux sera jugée impardonnable par l'avenir. Hey!